Revenir sur ces événements que personne n'a oubliés. C'était il y a 30 ans, jour pour jour, la prise d'otage du vol Alger-Paris. Voici le moment où le GIGN donne l'assaut contre les terroristes à l'aéroport de Marignane. Après 54 heures de prise d'otage, ce sont des images spectaculaires qui ont beaucoup marqué. Un Airbus A3000 est sur le tarmac de l'aéroport de Marignane avec 172 otages à bord, retenus par 4 terroristes du groupe islamiste armé GIA, le plus radical des mouvements terroristes algériens. Ces images avaient été filmées par la télévision régionale à l'époque et nous sommes avec l'un de ceux qui avaient permis de libérer ces otages il y a 30 ans. Bonjour Roland Martins, bonjour merci d'être avec nous. Je ne sais pas si vous nous entendez. On me dit qu'il est en train de s'équiper et de se mettre en place. Donc vous l'avez compris, nous serons dans un instant avec l'un de ceux qui ont permis de libérer ces otages. C'est un ancien chef du groupe du GIGN. Il avait pris part à cet assaut et il est même l'un de ceux qui avait conceptualisé l'assaut. On sera avec lui dans un tout petit instant. Mais avant de l'écouter, on va revenir avec Esther Lefebvre sur cet assaut final héroïque et sur cette interminable prise d'otages. C'était donc le 26 décembre 1994. Vous pouvez me dire ce qui se passe? Seule notre caméra filme ce soir-là l'assaut final en direct. Il est à ma montre 17h24 et on entend toujours de fortes détonations même. L'épilogue d'un insoutenable huis clos. On a dû tirer plus d'un millier de cartouches là, donc c'était un déluge de feu quand même. Nous raconter cette prise d'otage reste une épreuve 30 ans après. Ça a duré 3 jours et 2 nuits. Richard était alors étudiant et steward pendant ses vacances. 24 décembre 1994, il est affecté sur le vol Air France Alger-Paris. Quelques minutes avant le décollage, 11h05, un commando islamiste arrive au pied de l'appareil. Ils ont des costumes, ils arrivent un peu empressés, des armes à la main, et ils annoncent qu'ils font partie du GIA et que c'est une prise d'otage. 241 otages aux mains de 4 terroristes qui exigent de décoller en vain. 13h30, un passager est exécuté, puis un deuxième. Il y avait un diplomate vietnamien à bord qui s'est levé en disant moi j'ai rien à voir dans le conflit franco-algérien, s'il vous plaît laissez-moi sortir. Donc ils m'ont demandé d'ouvrir la porte parce que j'étais à côté de cette porte-là. Ils lui ont fait croire qu'il allait être libéré, mais ils l'ont descendu quand il est passé le pas de la porte, quoi. À partir de ce moment-là, je me disais qu'est-ce que je fais? Je m'enfuis. Pour le coup, c'est clairement réel que c'est violent, qu'ils sont capables d'abattre un homme de sang-froid. Mais les négociations s'éternisent. Le lendemain soir, un 3e otage est abattu. J'ai appris après que j'étais le prochain sur la liste. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient prévu de me découper à la hache et d'envoyer les bouts par terre parce que ce qu'ils demandaient, c'était d'avoir le plein de kérosène pour pouvoir redécoller sur Paris. 26 décembre, 2h07, feu vert des autorités. L'avion décolle, finalement non pas pour Paris, mais pour l'aéroport de Marseille-Marignane. C'est là que l'attendent les hommes du GIGN, dont Thierry. Il se prépare depuis 39 heures. Tout de suite, on est mis en préalerte parce qu'en France, le GIGN, c'est le spécialiste du détournement d'avions. Donc on demande à Air France d'avoir le même type d'avion que celui qui est détourné pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir se familiariser. L'assaut est lancé à 17h12. On a notre chef qui nous dit « Allez les gars, on monte sur les passerelles et on y va ». On se serre la main parce qu'on se dit là, on ne va pas tous en sortir indemnes. On les devine sur ces images. 30 gendarmes juchés sur les passerelles, lancés à toute vitesse. Thierry est sur celle de gauche, en tête de colonne. Il y a le feu qui est engagé tout de suite ça nous tire dessus. Là vous pouvez voir un camarade qui est blessé et qui dévale. Là on voit très bien le copilote qui sous le déluge de feu et se jette du cockpit. Il va se briser la hanche. Nous, on avait pour but de remonter la travée et ouvrir le chemin pour permettre aux camarades qui étaient derrière d'ouvrir les portes et puis de dérouler les toboggans et commencer à évacuer très très rapidement les otages. Nos 2 témoins se croisent alors au fond de l'appareil. Donc moi je vais à la porte, je percute le toboggan avec un des gars du GIGN, je commence à faire l'évacuation.
Et puis après, lui, au bout d'un moment, il me met un coup de pied au cul pour que là, c'est bon, le long gère. Et je me suis retrouvé au sol. Et vous dites quoi, vous, à ce moment-là? Je fonds en larmes parce que je suis tellement content d'être dehors, de respirer de l'air frais. Des dizaines d'otages sont évacués. Thierry remonte vers le cockpit où sont retranchés les terroristes. Là, le fait qu'il y ait 3 otages dans le cockpit, ça nous ralentissait, ça nous obligeait à faire vraiment un tir sélectif. Si le commandant de bord, son adjoint sont tués lors de l'assaut, c'est un échec pour nous. Et tout d'un coup, il y a une rafale qui part, et puis mon camarade qui est à côté de moi prend une balle dans la main. Donc une balle de Kalachnikov, donc qui lui arrache 2 doigts. Et moi, sur la même rafale, je prends une balle dans le bras. Je suis plus opérationnel, donc je me mets à genoux, je vois mon chef de groupe, je lui dis je suis blessé, je m'en vais. Visage en sang, touché par un éclat, il est pris en charge avec les autres blessés. On était tous inquiets parce qu'on est blessé, on est hors jeu, j'allais dire. Et rapidement, au bout de quelques minutes, on a un camarade, Philippe, qui vient nous dire « C'est bon les gars, tout est terminé, on les a eus, aucun mort chez nous et aucun mort chez les otages. » Et là, je vous assure que c'est un moment de fierté et de plaisir qui est intense, qui est très intense. 17h29, les armes se taisent. Je crois que c'est fini, là. La fin de 54 heures d'angoisse. À ce jour, cet assaut du GIGN reste le fait d'armes le plus spectaculaire de cette unité d'élite. Voilà, pour ce reportage d'Esther Lefebvre, on est aussi avec Hélène Bonnet, journaliste internationale TF1 LCI pour en parler. Rebonjour Hélène. Et Guillaume Chiez, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes journaliste police-justice LCI. C'est vous qui avez aussi interviewé plusieurs témoins que l'on a pu voir dans ce reportage. Et on est avec le colonel Michel Goya. Bonjour colonel. Bonjour Amélie. Consultant militaire LCI et aussi historien. Roland Martins, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le grand dossier. Oui, bonjour. On le rappelle, vous êtes ancien chef de groupe du GIGN. Vous avez pris part à cet assaut à Marignane. Vous êtes même l'un de ceux qui ont conceptualisé l'assaut. On voudrait montrer une photo, celle-ci qui date d'il y a 30 ans. Vous êtes au milieu sur cette photo. Au moment de l'opération, vous êtes entré par la porte arrière gauche de l'appareil. Et vous racontez que vous êtes retrouvé face à l'un de ces terroristes. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé précisément ? Oui, effectivement, tout ce que vous avez dit est correct. Au moment quand nous sommes rentrés dans l'avion et que nous avons progressé en direction du cockpit, la pression à l'intérieur de l'avion, il y avait quelque chose de palpable et d'irréel en même temps. C'était très intense, tous les sens sont en éveil, et on ne pense qu'à une chose, c'est trouver les terroristes pour les neutraliser. Alors parmi les 170 passagers, ça complexe un petit peu la donne. Malgré tout, j'étais dans le trident de tête avec Thierry Évêque qui a parlé précédemment, et on se dirige sur le cockpit, et quand on arrive à la proximité du cockpit, on est pris par des rafales d'armes automatiques. Thierry est blessé, comme il l'a raconté. Karl, notre équipier qui était devant, est blessé à son tour. Et du coup, je me retrouve face à un terroriste qui a lui aussi été blessé et qui pointe son arme dans ma direction. Alors à ce moment-là, je le neutralise. Donc c'est très rapide, hein. Tout ce que je vous raconte, ça se fait dans la seconde en fait. Hein. Et on applique des gestes qu'on a répétés X fois à l'entraînement. C'est des gestes réflexes. Et au final, eh bien, on fait notre travail comme on doit le faire, quoi. Et vous finissez par tuer ce terroriste de 2 balles dans la tête, c'est bien ça ? Non, pas dans la tête. Il pointait son arme sur moi, donc j'ai tiré dans le corps, en fait. Hein. Vous savez, dans ces moments-là, il ne faut pas bricoler. Hein. Ce qui compte, c'est de neutraliser les gens, surtout quand on sait où ils voulaient en venir. Vous racontez aussi que vous avez été blessé à la jambe par un éclat de grenade. Au milieu de l'assaut, vous avez continué l'opération et en fait, c'est en sortant, c'est quand vous avez fini le travail en quelque sorte, que vous vous êtes rendu compte que vous aviez été blessé.
Oui, ça s'est passé au milieu de l'assaut. Il restait un terroriste dans le cockpit. Ce dernier a lancé une grenade. J'étais avec le commandant Favier à ce moment-là. Et quand on a fait arriver la grenade, on s'est retournés tous les deux et pour partir le plus rapidement possible. Et la grenade a explosé à 2-3 mètres de nous. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris un éclat. Alors, ça va tellement vite que vous sentez à peine. Je sentais un picotement, mais c'est pas aller plus loin. Et puis, ce qui m'a permis de continuer l'assaut jusqu'au bout. Mais c'est après, en descendant les marches, l'escalier de l'avion, que je me suis rendu compte que j'avais un problème à la jambe, quoi. Voilà. Je voudrais faire réagir le colonel Goya qui est aussi sur ce plateau. Colonel, ce qui est assez extraordinaire dans cette opération, c'est qu'il n'y a eu aucun otage blessé, aucun mort au moment de l'opération du GIGN. Oui. Alors qu'il y avait 172 personnes à bord. Bien sûr, là on a l'exercice peut-être le plus difficile qui soit, c'est-à-dire que là vous avez 170 personnes qui sont concentrées dans un endroit avec des terroristes au milieu et il faut tout faire pour éliminer les terroristes sans toucher les otages. Donc c'est extraordinairement compliqué. L'assaut a duré 16 minutes. 16 minutes dans ces conditions, je peux vous assurer que c'est extraordinairement long. Quand vous êtes dans une situation comme ça sous le feu, mettez-vous à la place des passagers qui sont là et ça tire pendant un quart d'heure autour de vous. Il y a 1 millier de cartouches qui ont été tirées, des grenades. Et donc, effectivement, c'est assez extraordinaire qu'il n'y ait pas eu de morts. Il y a eu un certain nombre de blessés. Il y a eu des morts avant cette opération. Oui, alors il y a des otages qui ont été assassinés par les terroristes. Mais pendant l'assaut, il y a eu un certain nombre de blessés. Il y a eu 9 gendarmes qui ont été blessés sur 30. Donc vous avez déjà pratiquement 1 sur 3 qui a été touché dans l'opération. Les 4 terroristes ont été éliminés. Mais aucun otage n'a été tué dans cette opération, ce qui montre aussi l'extrême professionnalisme et donc, par voie de conséquence, l'extrême précision, l'extrême maîtrise des gendarmes qui ont été engagés dans cette opération. Oui, Roland Martins, je voudrais revenir sur le fait que ce soit vous, notamment, qui ayez conceptualisé l'assaut. Donc, au moment où vous menez cette opération, vous êtes dans quel état d'esprit ? Est-ce que vous vous dites on n'a pas le choix, il faut absolument qu'on réussisse de toute façon, ou est-ce que vous estimiez que le plan, en quelque sorte, était suffisamment solide pour y aller à ce moment-là ? Oui, alors si vous le permettez, j'aimerais amener une petite précision sur ce qui vient d'être dit. Oui, allez-y. Pourquoi les otages n'ont pas été blessés ? C'est relativement simple pour nous. C'est qu'on s'est mis devant eux, on les a protégés avec nos corps. C'est la raison pour laquelle, sur la porte avant droite, sur les 8 gendarmes, il y a eu 7 blessés, parce qu'eux, ils étaient au contact direct avec les terroristes. Et ils se sont volontairement mis devant, et c'est eux qui ont pris les balles. Donc, ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est la vitesse d'intervention et la surprise. Les terroristes, les passagers, le commandant de bord, personne ne s'attendait à ce qu'on intervienne. Et donc ça a été la surprise totale pour tout le monde, y compris les terroristes, ce qui nous a donné un gros point d'avance par rapport à l'assaut. Quand vous surprenez l'adversaire, c'est toujours plus facile. Alors après, pour la conception du schéma tactique opérationnel, je l'ai conçu avec l'autre chef de groupe, Philippe Laurent, et on a préparé ça en amont, pratiquement 50 heures avant l'intervention. Et tout le monde savait, avant de partir, parce que c'est ça qui est le plus important dans ce genre d'opération, c'est que chacun doit savoir ce qu'il a à faire, quand ça va se dérouler. Et là, 50 heures avant, on ne savait pas comment ni quand l'intervention allait avoir lieu, surtout que l'avion était à Alger à l'époque. Mais ce qui était très important, c'est que chaque intervenant, et surtout les tireurs d'élite, puissent préparer leur matériel, effectuer un dernier réglage des fusils, choisir des munitions adaptées. Il y a toutes sortes de choses à préparer. Celui qui intervient en premier, lui, mentalement, il se prépare, parce qu'il sait que ça va être le premier à rentrer dans l'avion.
Les binômes de tête, les trinômes de tête, c'est exactement pareil. Celui qui conduit la passerelle, eh bien, il sait que ça va être son boulot. Donc chacun doit préparer son intervention à son niveau. Et tout ça dans le but final, c'est que tout le monde se retrouve dans l'avion et tout le monde, c'est une chaîne en fait. Tout le monde travaille pour les autres. C'est pas un seul individu, c'est le groupe en fait. Voilà, c'est ça. Mm-hmm. Et au moment où vous pénétrez dans l'appareil, qu'est-ce que vous vous dites, Roland Martins, que c'est de la folie, que ça peut-être être un carnage finalement, parce que c'est quand même très compliqué, parce que c'est très étroit, les passagers sont dans un avion, donc il y a peu de marge de manœuvre une fois que vous êtes entré. Alors, c'est une bonne question, parce que quelques minutes auparavant, comme nous sommes partis des aérogares des Canadair, on était à 800 mètres de l'avion. Les passerelles roulant à 20 km/h, j'avais fait un petit calcul, ça faisait 2h34 pour faire le trajet, 2 minutes 34, pardon. Et puis, au bout d'une centaine de mètres, la porte arrière gauche par laquelle on devait rentrer s'est ouverte. Et là, les terroristes nous ont tiré dessus. Enfin, un des terroristes nous a tiré dessus. Et il a refermé la porte. Ça a duré une dizaine de secondes, il a refermé la porte. Et là, je me suis dit... quand on va rentrer dans l'avion, ça va être une véritable boucherie, quoi. Ici, ça y est, ils nous ont vus, ils nous ont repérés. Et au final, en fait, il s'avère qu'ils ont vu les camions, bien sûr, mais ils n'ont jamais pensé qu'on était dessus, puisqu'ils ne nous voyaient pas. Et quand la porte s'est ouverte, eh bien, pour moi, ça a été un soulagement, parce que je me disais, il va y avoir des cadavres partout. Et en fait, rien. C'était plutôt le silence. Les otages n'ont pas tellement réagi. Par contre, l'odeur elle était là, une odeur particulière. Et puis, il y a cette progression dans les allées. Effectivement, il y a des gens de chaque côté, des passagers de chaque côté. Oui. Et puis, vous progressez. Et quand on progresse pour chercher des terroristes, des gens qui sont là pour vous tuer, en fait, c'est très, très particulier. Et je dirais que ce qui compte là dans ces cas-là, c'est le mental en fait, la force mentale de tous les gendarmes du GIGN, tous ceux qui sont rentrés dans l'avion, la force mentale des tireurs d'élite de ne pas se tromper de cible, parce qu'ils ont joué un rôle très important, et ce qui a donné la réussite. Dans d'autres interventions sur votre chaîne, j'ai entendu parler de chance. Pour moi, il n'y a pas de chance dans cette affaire. C'est la préparation technique. Merci beaucoup, Roland Martins. La préparation en amont, ça faisait pratiquement 20 ans qu'on s'entraînait sur avion, à développer toutes sortes de techniques. Et le jour où c'est arrivé, on était prêts. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner sur LCI. Juste peut-être une petite remarque avec vous, Guillaume Chiez. On l'a vu, c'est resté dans la mémoire de tous ceux qui ont vécu cet événement, même au plus près et même de plus loin aussi. Et parce que pour le GIGN, ça a été un acte fondateur. Ça faisait 20 ans qu'ils existaient, mais depuis l'assaut de Marignane, on a vraiment porté les hommes du GIGN au nu, un peu comme des héros en France. Et la méthode s'est même exportée à l'international. Et depuis ce jour-là, le GIGN existe dans l'imaginaire, en tout cas des Français.